Il fut un temps où les grosses berlines italiennes, c'était des références. Aujourd'hui, ce temps est révolu et même au moment où cette 166 est sortie, c'était déjà la fin d'une époque. D'ailleurs, cette 166, c'est la dernière représentante du côté de chez Alfa Romeo des grandes berlines routières. C'est pour ça que je suis très heureux de vous présenter ce véhicule qui aujourd'hui est complètement oublié. Attention les puristes, ça va gueuler. En version diesel, 185 chevaux tout de même. 5 cylindres, on rajoute un petit peu de noblesse, vous allez voir que c'est sûrement la meilleure version qu'on peut avoir sur ce véhicule. C'est bien les voitures italiennes, même si ici ça a été designé par Pininfarina quand même, je tiens à le rappeler, mais là on va avoir de la vraie italienne. Donc l'Alfa 166, vraiment beaucoup de gens, je pense, l'ont oublié. Pourtant c'était une voiture à son époque qui a quand même un petit peu marqué les esprits. Pas autant que sa devancière, l'Alfa Romeo 164, c'est la première Alfiat. Au niveau des puristes, c'est assez mal passé. Pourtant, moi je trouve que le design de la 164 est quand même plutôt bien réussi. Elle était appréciée par un certain maître Enzo Ferrari. Mais même si on se replonge un petit peu plus avant dans l'histoire des grandes berlines italiennes de chez Alfa Romeo, il y a eu l'Alfa 2000, l'Alfa 2600, même l'Alfa 6, qui fait d'ailleurs beaucoup penser à la BMW série 5 E12. Je pense qu'il y a pire comme comparaison. Tout à l'heure, je vous parlais de la 164. C'est un succès énorme pour la première Alfiat avec 273 000 exemplaires écoulés. Ici, la pauvre, elle atteindra à peine 89 000 exemplaires en tout de même 9 ans de carrière. À la fin des années 90, Alfa Romeo, il commence un peu plus à se chauffer entre guillemets en sortant consécutivement l'Alfa 156. Est-ce que je dois rappeler la 156? On va en parler vite fait, mais c'était vraiment un phénomène. L'une des Alfa Romeo les plus marquantes même de l'histoire du constructeur. Un an plus tard, il y a eu celle-ci et encore après, il y a eu l'Alfa 147. La 156 et la 147 ont été chacune élues voiture de l'année, respectivement 1998 et 2001 pour la 147. C'est la seule fois d'ailleurs où des Alphas sont élus voiture de l'année. Cette victoire est aussi due à un coup de crayon absolument magnifique de Walter da Silva qui avait fait la 145, la 146, la 147, la 156, la 166. Et donc la 166, c'est vrai qu'aux yeux même de certains amateurs de la marque, mais elle est un peu en deçà, dans le sens où niveau style, elle était peut-être un poil moins inspirée qu'une 156 ou une 147. Ça reste une excellente voiture. Donc là, nous sommes sur une phase 2. Normalement, vous le remarquez parce que des fois, il y a des petits restylages. Là, c'était un restylage assez conséquent. Mais c'est vrai que la phase 1, elle était assez clivante. Je pense que je la préfère dans une optique de collection. Malgré tout, celle-ci, dans un usage quotidien, elle est beaucoup plus cohérente. Elle a perdu un poil d'originalité pour apporter quand même une stature. Parce que cette voiture, du coup, elle se confrontait directement à des BMW série 560, des Mercedes classe E, des Audi A6, sans forcément le succès. Et d'ailleurs, comme on l'a dit en introduction, malheureusement, à ce jour, c'est la dernière grande berline Alfa. Ne me parlez pas de la Giulia. La Giulia, c'est en dessous. C'est une excellente voiture, mais c'est rival de la série 3. Là, on était sur une rivale de la série 5. On reprend la plateforme de la discrète Lancia Kappa, qui était mignonne, mais alors complètement oubliée. Mais complètement oubliée. Après la Kappa, il y a eu la Thesis, que je trouve incroyable. Et avant la Kappa, il y a eu la Thema, avec le fameux moteur Ferrari, là, le plus gros slipper de l'histoire sûrement. J'aime beaucoup Lancia aussi. J'aime beaucoup. De toute façon, les italiennes, j'aime bien. Donc, si on s'attarde un petit peu sur le design, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est une phase 2, ça se voit parce que ici, tout a été retravaillé. Et ce qui a peut-être un petit peu porté préjudice au véhicule, c'est que pour beaucoup, ça reste une 156 un peu plus grosse. Malheureusement, cette phase 2, je trouve qu'elle accentue ce côté-là. Malgré tout, un œil averti voit directement des différences. Forcément, la voiture, elle est déjà beaucoup plus grande. Ici, on est sur 4,72 m de long. On retrouve un logo Alfa Romeo. Et ce logo, alors ça, c'est quand même pas mal parce qu'il n'est pas abîmé. On va quand même le dire de suite. Notre atmophile du jour s'est fait offrir en cadeau de Noël. On tourne en janvier. Voilà, elles n'ont pas encore eu le temps d'être abîmées. Mais donc, des nouveaux logos Alfa Romeo, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est une super idée. Ça assure une crédibilité, je trouve, au véhicule. Parce qu'avec un logo complètement pourri, ben, de suite, ça fait épave. C'est terrible, hein, mais enfin, pour moi en tout cas. La plaque déportée, hein, toujours un bonheur d'ailleurs du coup pour accrocher la plaque Atmo, hein, voilà, donc on a mis 3 scotch. Si on se penche sur le profil, c'est une grosse Alfa 156, hein, ça se voit ici. Elle fait plus cossu, hein. Regardez les portes, déjà elles sont hyper lourdes et si on les claque,
c'est pas de la merdouille. Et finalement, la voiture en plus, elle est pas si lourde que ça, 1540 kg. Alors que c'est un diesel, c'est pas mal du tout. Et puis ensuite, il y a quand même des petits éléments distinctifs, même si c'est une version sélective. Ça, c'est une blague pour les alphistes. Ici, on a, vous voyez, un soin apporté au poignet. Pareil, à l'arrière, on va pas avoir la disgrâce d'avoir un truc caché là comme sur une 156, mais on va avoir une belle poignée. Le petit verrou, magnifique. Bah, c'est du chrome ça? Bof. Oui, moyennement. Chrome ou pas chrome? Telle est la question. Très jolie jante. L'arrière, on retrouve peu ou prou la même chose que sur une 156. Il remonte un petit peu plus. Attention, l'astuce. J'ai peur. J'ai peur d'en faire une. Je peux là? Oui, il faut forcer un peu. Putain, mais il faut forcer. Ok. Voilà. Super. Donc ça, autant vous dire que si on veut le changer, c'est un petit bonheur. C'est pareil, mais regardez, si on enlève le logo, là, c'est cata, je trouve, ça serait pas très beau. Hop, on le remet, doucement. Elle se veut plus statutaire que la 156, peut-être un peu moins excentrique, mais c'est aussi le marché qui veut ça. On connaît nos Français qui ont tenté de faire des trucs de fou, moi j'adore, hein, que ce soit la Velsatis, la Vantime, la C6, mais finalement, vous prenez ces trois autos, je pense qu'on peut presque les cumuler et ça fera moins de ventes que ça, qui est déjà quand même un échec pour Alfa Romeo vu qu'elle n'a pas été reconduite. Le petit détail qui va nous enchanter tous les matins quand même sur le design, outre cette couleur dont j'ai oublié de vous parler, qui est très très belle, ce bleu nuit, on pourrait presque croire que c'est du noir. Et finalement, selon l'éclairage, ben là, peut-être avec un peu de lumière, on peut voir vraiment que c'est du bleu, c'est un très joli bleu, très classe. Cette voiture, de toute façon, elle est vraiment hyper classe. Et voilà, une bonne italienne qui se respecte, elle a des fois des petites associations avec des constructeurs encore plus prestigieux, à savoir Maserati, parce qu'ici, nous avons droit au même rétroviseur qu'il y a sur les Maserati 3200 et 4200. On va voir l'intérieur maintenant? Allez. Alors ces portes, elles sont vraiment hyper lourdes. Donc mini attention quand même sur les sièges, ou des sièges magnifiques. Alfa Romeo souvent décrié en termes de qualité de fabrication. Par contre sur la qualité des selleries, moi vous me connaissez, je suis plus velours, tissu que full cuir. Bon aujourd'hui ça sera full cuir, hein. En même temps c'est le prestige. On va s'installer, j'espère que c'est aussi beau que confortable. Je pense. Il faut aimer le cuir quand même, hein. Moi je suis pas sûr que je prendrais cette config. La 166 est sortie de 98 à 2007, c'est vraiment une des dernières. Hop, on va regarder. Alors ça j'adore, hyper agréable. Par contre, on peut pas mettre grand chose. Ça reste une Alpha. Les aspects pratiques, c'est pas forcément leur fort. La coudoir est très bien. D'ailleurs, je m'y mets dessus instinctivement. Hop, attention, vous voulez voir des cachettes? Merde. Ah voilà. Waouh, c'est bien, on va mettre des trucs. C'est impeccable. Au niveau du bas, là, souvent on dit c'est des plastiques nazes et tout ça, mais là, regardez le traitement, il est quand même plutôt pas mal, hein. Même ici, là, on a une espèce de moquette. Alors, bon, ça reste une Alpha, hein. Ça fera plaisir aux mauvaises langues. J'ai réussi. C'est bien en vrai d'avoir des cachettes, malheureusement, on peut pas trop les utiliser. Le dessin de la planche de bord, moi je l'apprécie, mais je vous avoue que je trouve que dans la 156, il est plus moderne. Ce bas là de planche de bord, alors c'est joli, hein, vous voyez, il y a du détail signé Alfa Romeo. Qu'est-ce que j'aime cette marque. Ça, ils nous ont fait rêver quand même, vraiment. Le petit radio cassette, je vous rappelle qu'on est en 2007. Et de mettre ça là, le radio cassette en 2007, ça n'a aucun sens. Pourquoi pas? Le warning, voilà, ça marche. Sinon, bah, le GPS, on peut regarder. Oui, oui. Ah, là, ça va être... Ah, je suis con. Voilà, voilà. Ah bah oui, j'ai été... Sinon, tu appuies sur Mat. Alors, par contre, on va peut-être couper le son. Oui, tu as le bouton là. Ah, voilà, ben voilà, mute. parfait. Je l'avais baissé. Attention. Waouh, 2007, le premier iPhone sort. Et chez Alpha, ils en étaient un petit peu loin quand même. Parce que là... ouais. Mais j'adore après, c'est hyper vintage, mais c'est vrai que le système de navigation, il a 10 ans de retard. D'ailleurs, regardez, c'est hyper drôle, la forme, hein, c'est du 4 tiers, hein, on dirait. Hein. C'est une forme comme les télés cathodiques d'époque. C'est marrant. Maintenant, on le prend avec humour, quoi. C'est rigolo. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on lâchait un gros billet, qu'on voulait avoir tout full option, qu'on l'avait, mais quand on te dit on a un GPS, et le GPS il est tout pourrave, et que tu as un radio cassette en 2007, c'était limite déjà le début de la fin des CD. Alpha, de toute façon, ce qu'ils aiment, c'est faire côtoyer le pire et le meilleur. Ça, c'est la signature de la marque. Donc ici, on a des petits boutons. Bien sûr, on va avoir la climatisation, le levier de vitesse, 6 vitesses, attention. Et vous voyez vraiment l'orientation de la planche de bord, c'est orienté conducteur. Et ça, on apprécie en tant qu'amateur de voiture un peu sportive. Sinon, ici, alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Un joli volant. C'est un volant 247, hein.
c'est le même, hein. 147, 156, je pense que c'est à peu près le même. On va tester le klaxon quand même. Ça, c'est du klaxon d'italien, là. Hyper énervé là. Ça, je peux vous dire, dans les rues de Naples, ça a dû envoyer sévère. Et comme je l'ai dit, le pire qu'auto, le meilleur. Parce que ça, c'est comme sur la Velsatis, l'Avantime, un peu toutes ces voitures des années 2000. Moi aussi, sur ma Mini R56, j'avais ça. Avant, c'était nommé le Soft Touch ou un truc comme ça. C'était très cool quand c'est sorti, mais ça vieillit extrêmement mal. Du coup, ça nous donne l'impression d'avoir comme une espèce de reste de chewing-gum. Lorsqu'on touche, ça peut se soigner, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Surtout que, globalement, quand même, la qualité de fabrication est vraiment pas dégueu. Le ciel de toit bien fixé, hein. Je dis ça parce que je connais certains BMistes, notamment, souvent les ciels de toit, ça tient pas. Voilà, qualité allemande, hein, soi-disant. Et niveau compteur, alors moi j'aime bien les fonds blancs, déjà ça évoque le sport, avec, vous savez, ce soupçon là de chrome autour. Attention, on va regarder ce que ça fait lorsqu'on allume. Voilà, bon là en fait, hein. Il y a une ambiance lumineuse verte, un petit peu vintage, qui est très sympa. D'ailleurs, ça me permet de vous souligner le fait que cette voiture a 198 000 km et se porte très bien. Alpha, ils ont su faire des moteurs hyper solides et c'est clairement le cas en plus de ce 5 cylindres diesel qui était hyper bien réputé. On va regarder quand même le moteur parce que lorsqu'on conduit une Alpha, c'est pas mal. Normalement, l'Alpha, c'est design et moteur. Ici, on a les deux finalement. Vous entendez le claquement de porte, c'est extra à chaque fois. Et là, déjà, je suis trop content, double vérin. Ben, on a un joli cache. Super. Alfa Romeo 2 litres 4 JTD 20 valves. Ça en fait des valves. Pourquoi ce moteur il est très bien? Déjà sur la 166, c'est assez rare pour le souligner. Je trouve qu'il n'y a aucun mauvais moteur. Il y a du Twin Spark, qui est un excellent moteur. Peut-être un peu juste par rapport à la philosophie même du véhicule. Il y a du Bousseau, il y a plusieurs puissances, sachant que les derniers modèles comme celle-ci par exemple, ils avaient vraiment ce qui se faisait quasiment de mieux vu que c'était le 3 litres 2 V6 de 240 chevaux que j'ai essayé sur une Alfa Romeo GT que je n'ai pas apprécié malheureusement. Bon, oh oui, putain, rupteur. Et donc ici, c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être le meilleur moteur parce que on a des moteurs diesel un peu moins puissants. Là, 185 chevaux, c'est ce qui se faisait de mieux. Et c'est vrai que pour le coup, 185 chevaux, 5 cylindres, déjà, ça donne envie. Apparemment, selon les dires de nombreux propriétaires et de notre atmophile du jour, c'est un moteur hyper agréable, très coupleux, 385 Nm. Niveau conso, notre atmophile me dit, bon, ils viennent vers Castillon, tout ça, là. Donc, c'est quand même des routes plutôt sympas, mais il me dit qu'il est autour de 5 litres. 5 litres, une énorme voiture comme ça. Et il se posait la question de savoir si c'était pertinent de prendre plutôt ça ou une version V6 Bousseau. Pour un usage quotidien, je suis désolé, alors là, les puristes vont m'agresser, mais il y a la réalité de la vie quotidienne. Et d'avoir une voiture fiable, qui consomme pas beaucoup, qui coûte pas cher parce qu'elle est très solide, oui, les V6 Bousseau sont solides, mais l'entretien c'est quand même autre chose. Avec ceci, vous pouvez mettre à l'amende de bon nombre de germaniques. Sur l'autoroute, vous pouvez les déposer parce que 222 km/h vitesse maxi, c'est plutôt pas mal. 0 à 100, 8 secondes 9 données constructeur. J'ai entendu dire ici là que ça allait même un peu plus vite que ça. En plus, ce qui est bien pour une fois, c'est qu'on a un diesel entre guillemets noble, puisque 5 cylindres. Et là, le capot, je peux vous dire qu'il est gaillard. Hein. Bon, maintenant, on va aller quand même voir ces fameuses places arrière, parce qu'en bonne berline statutaire, routière, qui a dû en transporter des dirigeants italiens, ça je peux vous le dire. Mais on va voir ce que ça vaut. Bon, déjà, alors on peut regarder de prime abord, il n'y a pas l'air d'avoir tant de place que ça, mais les sièges, ils sont incroyables. C'est pas si spacieux que ça, malheureusement. Je vais pas me plaindre non plus, mais vous voyez déjà la découpe des portes, voilà. Et au niveau des jambes, je fais, je sais pas, autour de 1m80. La place du milieu, qui est pas terrible du tout. Hein. On peut avoir que 4 vraies places, après elles sont bien quand même, on va pas dire le contraire. Donc vous voyez, là je peux vous montrer donc ces sièges qui sont très bien dessinés, vraiment très très jolis. Il y a des petits détails comme ces loupiottes là, un peu comme dans le train, vous savez là, merde, j'arrive pas à les enlever parce que la porte est ouverte. Voilà. Mais vous connaissez le relou là qui laisse toujours la lumière allumée dans le train alors que il fait complètement jour et que ça vous éclaire la tronche. Voilà. Sinon, on a quand même un très bel accoudoir. On a droit à une trappe à ski. On a un autre rangement à l'arrière, un gilet jaune pour aller manifester parce que cette voiture ne tombe jamais en panne. Donc ça ne pourrait servir qu'à ça. On est sur une italienne, hein, forcément. Donc ça,
Et puis voilà, toujours ces touches de chrome là. Le seul truc qui dérange vraiment à l'intérieur de cette voiture, je suis à moitié allongé, c'est ça là. Ça c'est. Bon, je trouve que ça fait un peu cheapos. Après on a quand même un bac pour mettre. Je sais pas, pas grand chose, mais bon, ça sert quand même. Et puis maintenant on va sortir et on va enchaîner en regardant directement ce coffre. Bon, d'abord je vais récupérer les clés parce que vous avez vu c'est un peu galère. Mais après du coup il faut les claquer. Pareil sur une voiture à vocation premium, c'est peut-être un peu cheap, hein, ça fait un peu clé de Fiat Punto. Bon voilà, hein, même à l'arrière, allez, c'est pas grave. On appuie pour ouvrir le coffre. Vous êtes prêts? Putain c'est gaillard aussi. Et donc voilà, on a peut-être une réponse à la faible habitabilité arrière, c'est ce coffre qui est quand même vraiment très très grand. Et moi ça m'étonne toujours parce que souvent les Alpha, elles sont pas hyper réputées pour avoir un grand coffre. Ici c'est vraiment pas mal, donc 490 litres, c'est énorme. Sur une voiture statutaire, ça serait vulgaire de mettre un haillon. Donc on met une malle, comme ça au moins il n'y a aucune interférence. Est-ce que c'est vraiment hyper pertinent d'avoir un coffre aussi grand sans haillon? Moi j'en suis pas si sûr parce que si par exemple, allez on va dire on va attraper le truc là-bas. Et vous voyez, bon, vous voyez, c'est chiant. Écoutez, ça c'est les choix, hein. Pourquoi pas, peut-être que niveau conception c'était mieux de faire comme ça. En soi, le coffre est quand même plutôt cool. Bon allez, là c'est le moment que vous attendez le plus forcément. Ah ben c'est sûr, hein, ça fait pas le bruit d'un beau moteur V6 essence, je suis d'accord. Les bonnes vibrations de diesel. Ah, il pleut bien, c'est cool, j'avais oublié ça. Sur la direction elle est légère, étonnamment. Le moteur, on sent qu'il a de la ressource, hein. Bon couple de camions ça. Il y a quand même un petit bruit. Alors, bien sûr, en tant que Alfiat, c'est une traction et non une propulsion. Ça, je sais que les puristes, ça leur a fait mal au cœur. C'est marrant parce que moi, du coup, j'ai très peu l'habitude de conduire des diesels. Et la voiture, on sent déjà qu'elle a un couple phénoménal. C'est-à-dire que je peux reprendre très très bas, ça envoie direct quoi. C'est vraiment plein à bas régime. Regardez. Ouais, ça marche bien. Hein. Elle n'est pas trop chaude, alors on va faire gaffe. Mais ouais, la boîte de vitesse est précise. Les sièges, c'est vrai qu'on est hyper bien installé. C'est cool d'avoir aussi une boîte manuelle, je trouve, là-dessus. Là où c'est vrai que souvent sur ces grosses routières, souvent les gens aimaient bien les prendre en électrique, en automatique. Bon, niveau suspension, ça a l'air d'aller. Hein. Psychologiquement, on se dit on consomme pas trop. Et ça aussi, ça rajoute de l'agrément. La voiture, elle peut faire 1200 km. Bon, elle est un peu froide. De toute façon, on va pas taper dedans comme des bougres d'âne. Hein. De toute façon, c'est vraiment pas la philosophie de ce véhicule. C'est ça qui va changer comparé à la 156, parce que la 156, elle se conduit presque comme une petite sportive. Vous voyez, lorsque vous l'avez, notamment en essence, hein, moi j'avais essayé en Twin Spark, ça marchait, c'était marrant. Vraiment, on avait envie de conduire un peu comme un zozo. Ici, on est dans un cocon. C'est raffiné, c'est calme, il n'y a pas de bruit, parce que là, on est quand même sur une route assez catastrophique. Même niveau suspension, pour une voiture dont la conception remonte à la fin des années 90, c'est vraiment pas dégueu. Sur autoroute, ça doit être un petit régal, cette voiture. À cette époque-là, les diesels, ils étaient hyper bien reconnus. Allez, c'est reparti là. Après, forcément, on va pas chercher loin dans le haut régime, mais regardez, on se prend presque... Ça marche vraiment pas mal, hein. Je peux même pas passer la 6e. Moi, j'en ai des souvenirs de cette voiture dans Gran Turismo 2. Alors ça va parler un peu aux anciens. C'était une phase 1, en V6 bien sûr, mais c'était très très drôle avec cet arrière là assez caractéristique. C'est une super voiture, je trouve, pour qui veut rouler tous les jours. Et le pire, décalé, mais avec de la fiabilité. Une Alfa Romeo. Est-ce que je vous conseille d'acheter une Alfa Romeo 166? La réponse, ben c'est oui. Hein. Le premier argument de ce véhicule, c'est son prix. Comparé à ses rivales. Une belle version, un peu comme celle-ci, on va être autour de 5000 €. Voilà, 5000 €, je trouve que c'est vraiment assez pertinent quand même pour avoir une auto fiable. Oui, une Alfa Romeo fiable, de très bonne qualité, de très bonne facture. Ça se voit, elle vieillit quand même très bien, malgré les journalistes qui n'en pouvaient plus parce qu'il y avait un plastique qui n'était pas très bien assemblé, hein, ça on les connaît. C'est pas un coup de cœur comme j'ai pu l'avoir sur la 156 parce que pour moi ça reste un peu trop gros, c'est un peu trop GT.
mais c'est une excellente voiture, très statutaire. La 166 c'est une espèce vraiment en voie de disparition, attention. Mes chers Atmophiles, cette vidéo se termine ici. Un immense merci à tous ceux qui cliquent sur l'onglet rejoindre de YouTube, sur Patreon aussi. Merci beaucoup, sincèrement, c'est adorable, c'est fou de faire ça. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao.